Alors moi, je suis en charge de faire l'introduction en quelque sorte, qui est de l'ordre de l'épidémiologie et des marqueurs. Alors moi, j'ai écouté ce matin pendant un certain temps votre néphrologue, je n'ai pas très bien saisi de quelle ville elle était, peut-être d'ici d'ailleurs, voilà, qui était ma professeure El Khayat, si j'ai bien compris. Je prononce pas trop mal, ça va? Ok, j'ai appris petit. Et donc, de ce fait, je l'ai écoutée. Donc, je sais qu'elle a beaucoup développé déjà, en particulier ce qui concerne la mesure du débit de filtration glomérulaire, d'une façon très approfondie, très technique, très néphrologique aussi. En fait, j'avais prévu d'en parler pas trop longtemps non plus pour pouvoir parler de tout ce qu'il y a autour de ça. Voilà. Donc je vais commencer ma présentation, je vais ensuite écouter mes collègues, je vais essayer de leur poser des questions intelligentes, je vais essayer d'y arriver en tous les cas, et je remercie tout le monde, et en particulier je suis très heureux de retrouver mes collègues et amis de longue date de notre société savante. Voilà. Donc on va commencer par discuter, je vous ai laissé un long moment, hein, les liens d'intérêt qui se sont un peu rétrécis avec le temps, il faut dire. Mais voilà pour la suite. Alors bon, vous savez que la néphropathie diabétique a été longtemps décrite comme néphropathie diabétique dans les diabètes en général. Aujourd'hui, on a tendance à plutôt parler de maladie rénale diabétique, ce qui souvent chronique diabétique, ce qui se traduit souvent par CKD en anglais. Hein. Les maladies chroniques sont en effet au premier plan plutôt que les maladies rénales aiguës, et parmi lesquelles, on va le voir, le diabète pèse un poids particulier. Alors la définition, ça a été assez longtemps de parler de néphropathie diabétique. Moi j'ai appris ça, hein, diabetic néphropathie, néphropathie diabétique. En fait, c'est aujourd'hui plus spécifiquement une maladie qui est absolument démontrée, qu'il faudrait démontrer sur le plan histologique, comme une véritable maladie, néphropathie diabétique, qui avait été décrite il y a très longtemps par le fameux Kimmel-Still-Wilson, qui avait décrit toute une série d'envahissements du mésangiome, épaississement de la membrane basale, etc. En fait, vous verrez, j'ai quelques diapos là-dessus, une diapo principalement, vous verrez que c'est aujourd'hui dans le type 2, puisqu'on parle aujourd'hui du type 2, une maladie beaucoup plus hétérogène que cela. Et donc, de ce fait, on a un peu tendance à parler plutôt aujourd'hui de maladies rénales diabétiques chroniques. Et en fait, ça fait référence aux maladies qu'on rencontre chez les diabétiques, sachant que chez eux, il y a l'essentiel, ce sont quand même des maladies liées soit au syndrome métabolique, soit aux dyslipidémies, soit à un mélange d'hyperglycémie, etc. Ils peuvent avoir d'autres maladies aussi, ne l'oubliez jamais dans votre diagnostic. En fait, la maladie rénale chronique, elle est définie par deux paramètres, vous en avez parlé ce matin, c'est-à-dire le débit de filtration glomérulaire et la présence d'une microalbuminurie, dont on va reparler tranquillement. Soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Et c'est ce qui a rendu mon travail très difficile pour faire de l'épidémiologie. Parce que quand Louis Monnier m'a dit « oh, bah, tu connais bien le sujet, tu vas nous traiter ça très rapidement hein », oui. En fait, j'ai travaillé comme un fou sur les données internationales, parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans les données, pour la bonne raison que d'abord certaines études sont anciennes, que les critères, vous avez vu ce matin, pour le filtration glomérulaire ont évolué avec le temps. Et puis par ailleurs, on n'est pas sûr que ça s'applique à toutes les populations de la même façon. Et puis troisièmement, c'est que beaucoup d'études ont comporté que le DFG ou la microalbuminurie, pas nécessairement les deux, donc ça rend compliqué l'épidémiologie de ça. Et d'une manière générale, ces maladies, ce sont des maladies rénales où on n'a pas nécessairement confirmé par l'histologie après biopsie le caractère néphropathie diabétique. Alors voilà comment on présente les choses actuellement. C'est ce qu'on appelle le groupe CADIGO, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est un groupe international qui a proposé cette classification que tout le monde connaît bien maintenant, qui d'une part classe en 5 stades, dont le 3 est coupé lui-même en 2, en fonction de la filtration glomérulaire qui part de 90 ou plus et qui va jusqu'à la phase terminale en dessous de 15 ml/min. Mais vous voyez, à l'horizontale, dirais-je, qu'il y a 3 stades au moins de débit d'albumine. Et à la croisée de ces deux paramètres, vous avez une case, même deux qui sont vertes, où il y a une filtration glomérulaire qui est encore tout à fait satisfaisante
et pas de microalbuminurie. Et puis vous voyez ensuite, il peut y avoir l'un avec l'autre, l'autre sans l'un. Et en fait, d'une manière générale, on pourrait dire que cette case est la case dite normale, on pourrait dire cela. Moi, je me pose pas mal de questions à propos de la valeur qui est en dessous, parce que quand on est entre un peu moins de 60 jusqu'à 45 millilitres minute, il peut tout à fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur le fait que ça n'est pas nécessairement une insuffisance rénale, c'est un vieillissement rénal, et ça, on a des experts du vieillissement pour en discuter, parce que c'est important de savoir si on est dans le cadre d'une maladie rénale ou pas. Et puis vous avez, en fait, dans cette case qui est la microalbuminurie, avec une fonction rénale d'ailleurs normale ou quasi normale, vous avez une case dans laquelle, on va le voir ensemble, il y a des gens qui ne gardent pas de positivité de la microalbuminurie et qui reviennent en arrière, ce qui pose un problème de savoir si on les étiquette et si on les traite ou pas, c'est important. Voilà. Alors, si on représente de façon assez schématique, illustrée, la perte de la fonction rénale en fonction de ces différents grades, vous voyez, grosso modo, qu'on a petit à petit, effectivement, une perte de la capacité de la fonction rénale qui finit par se terminer par environ 10 à 15% dans la phase terminale des capacités d'épuration. Alors, les maladies rénales, en termes d'épidémiologie, on voit dans cette étude, ici, vous voyez, là, dans les années 90 à 2010, il y a une étude qui a été publiée par Greg et collaborateurs dans le New England qui montre l'évolution avec le temps, l'amélioration considérable des risques de complications chez les diabétiques, en particulier au plan cardiovasculaire. Vous voyez en rouge les infarctus, vous voyez les AVC en jaune, les amputations, et vous voyez par contre que la bande bleue que j'ai fléchée en bleu, on voit très bien que ça n'a pas baissé en termes de valeur, de nombre de cas. En fait, il y a eu une toute petite baisse, mais une baisse qui est restée stable. Et en fait, l'explication est où? C'est que d'une part, il y a une sorte de fond impossible, jusqu'à présent alors, impossible à contrôler, de ne pas, en fait, d'être capable de véritablement bloquer cette évolution vers l'insuffisance rénale. Et la deuxième chose, c'est l'augmentation de la prévalence des causes, au premier rang desquelles le diabète. Les diabètes. Et d'ailleurs, on voit dans l'autre présentation de cette, qui était faite dans le New England, en dessous, cette fois-ci, c'est les patients qui sont non diabétiques. Et le premier message, c'est le boulot qui a été fait par la médecine depuis quelques années, c'est qu'on a énormément moins de complications dans les pays qui ont les moyens et qui ont mis le paquet, qui ont les médicaments, qui ont les moyens, qui ont l'argent, qui ont les médecins. On a beaucoup amélioré le pronostic des diabétiques. Beaucoup. D'ailleurs, en France, les études montrent qu'il y a moins d'infarctus aujourd'hui que d'AVC. Si mes collègues me confirmeront, mais c'est quand même intéressant. Avant, l'infarctus, c'était vraiment la complication numéro 1. Et vous voyez que, par contre, ça n'a pas beaucoup baissé dans la population générale. Mais aussi, encore une fois, on retrouve cette stabilité de l'insuffisance rénale terminale. Alors, voilà les chiffres qui ont été annoncés par la fédération, enfin plutôt par la Société internationale de néphrologie, ils sont très très pessimistes. Vous voyez à gauche sur l'image qu'ils annoncent pour les années 2030 à 2050 une progression encore spectaculaire des personnes atteintes de maladies rénales. Ils sont aujourd'hui sur des chiffres qui sont de l'ordre de 850 millions de personnes. Personnellement, je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'exagération au niveau de ces chiffres, car en fait, ils considèrent la barre de 59 millilitres minute comme une maladie rénale. Je répète, je demande à voir si c'est véritablement exact chez tout le monde. En fait, ça fait une personne sur 10 sur Terre, c'est quand même considérable, qui aurait une maladie rénale. Vous voyez dans les petites cases en bas sur la gauche, je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien l'écran, il est précisé que ce sont des individus, surtout qui ont un diabète, qui ont certaines ethnies, sont plus exposées que d'autres, certains niveaux socio-économiques dans tous les pays sont plus exposés que d'autres, les femmes plus que les hommes en termes de fréquence des maladies rénales chroniques. En revanche, ce n'est pas le cas de la maladie rénale terminale où il y a plus d'hommes en général dans les pays aux phases terminales de l'insuffisance rénale. Et enfin, ce sont effectivement les sujets éventuellement âgés. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que les maladies rénales qui ont augmenté considérablement dans les années entre 2013 et 2017 sont passés du 19 au 13e au 12e rang des causes de décès et sont supposés peut-être aller jusqu'au 5e rang de décès de toute forme de mortalité confondue.
Et vous voyez les petits points rouges dans la carte à droite, c'est pas très facile à voir, mais vous voyez bien quand même qu'on le retrouve dans d'autres études, le Moyen-Orient, le Maghreb, potentiellement, ainsi qu'une partie de l'Asie du Sud-Est et de l'Amérique centrale, sont très à risque d'aller vers cela. On voit de très grandes disparités. Vous voyez ici que selon les pays, on a une progression plus ou moins importante. À gauche, c'est l'incidence, c'est les nouveaux cas. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de pays qui sont particulièrement soumis à une poussée considérable de l'incidence des maladies rénales chroniques, et à droite que dans tous les pays, de toute façon, la prévalence, c'est-à-dire le total des patients pris en charge, augmente de plus en plus, avec toujours, par exemple, le Japon qui est très touché, mais aussi les États-Unis et bien sûr un certain nombre de pays, par exemple au Moyen-Orient. Ici, ce sont les nombres de sujets qui reçoivent une suppléance rénale, c'est-à-dire qui sont arrivés au bout, qui sont pris en suppléance, voire en transplantation. À gauche, c'est l'ensemble de la population mondiale avec l'évolution du nombre de cas, et à droite par différents pays, par région. Vous voyez que l'Europe est moins touchée que l'Asie ou que, en particulier, l'Amérique du Nord. Mais ce qui est très important, parce que j'ai beaucoup creusé les données, c'est que quand on regarde les pays qui sont censés avoir des patients qui devraient passer en dialyse, pour faire simple, eh bien, il y a au moins 2,5 millions d'humains chaque année qui meurent dans l'année parce qu'ils ne peuvent pas être pris en charge en dialyse, parce qu'il n'y a pas les moyens. C'est principalement le cas en Afrique. Et vous voyez, l'accès au traitement des formes terminales de l'insuffisance rénale chronique au niveau mondial, c'est une revue systématique qui est extrêmement bien faite. Et vous voyez, surtout sur la carte de droite, que ce qui est bleu très très clair, en particulier l'Afrique, eh bien, ou l'Inde, on a des gens qui ne sont pas pris en charge et qui meurent d'insuffisance rénale terminale. À gauche, on commence à s'approcher du sujet diabète. À gauche, c'est une vieille diapo que j'ai depuis des années, très longtemps, qui montrait le croisement des causes de passage en dialyse entre le diabète et les glomérulonéphrite. C'est le Japon. On voit qu'il y a eu un moment où les choses se sont croisées et c'est allé beaucoup plus loin puisque le Japon a énormément de cas de passage en dialyse, peut-être aussi parce que sa population est extrêmement âgée, ne l'oublions pas. À droite, ce sont les cas, en fait, incidents de maladies rénales chroniques dans le temps. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas l'incidence qui augmente nécessairement, c'est la totalité de la prévalence. Liée à quoi? Liée au fait qu'il y a des maladies causales, au premier rang desquelles le diabète et l'hypertension artérielle. On voit aussi qu'il y a des grandes différences aux États-Unis. Ici, on voit la différence du risque de l'augmentation de l'incidence chez les Noirs américains, chez les Blancs américains ou chez les Hispaniques. Et on voit que les Hispaniques ont beaucoup plus de cas de néphropathie au stade terminal, beaucoup plus, bien sûr, mais aussi, surtout les Noirs américains en ont beaucoup plus encore. Donc il y a des disparités au niveau des populations qui sont liées, et c'est très difficile à faire la part entre l'ethnie et les conditions socio-économiques. Aucune étude n'arrive véritablement à le faire. Nous, par exemple, dans les DOM-TOM, ça fait très très longtemps que j'avais lancé l'étude avec l'ancien président de la Société de néphro, qui est aujourd'hui à la retraite depuis bien des années, le professeur Cordonnier, que vous avez peut-être connu. On avait fait l'étude Urémidiab, qui avait été la première étude pour savoir combien il y avait de diabétiques en dialyse. Et en fait, déjà à l'époque, on avait fait les DOM-TOM, comme on dit en France, et les DOM-TOM, c'était de toute façon 2 à 3 fois plus de dialysés, de patients diabétiques de type 2 principalement, qui arrivaient en dialyse par rapport à la population blanche métropolitaine. Alors ce qui est embêtant aussi, c'est qu'il ne faut pas l'oublier, il faut le garder à l'esprit, le pronostic des malades arrivés au stade de maladie rénale chronique est très défavorable. Vous voyez ici une comparaison, c'est toute forme d'étiologie de maladie rénale terminale. Vous voyez que le pronostic en orange à 5 ans, le pronostic des patients qui sont en insuffisance rénale terminale dialysée est le plus mauvais, sauf comparé en particulier au cancer du pancréas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait qu'énormément de patients ne peuvent pas rester vivants dans cette situation. Mais alors, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que les diabétiques ont un plus mauvais pronostic encore. Et ne l'oubliez pas, vous pouvez jouer un rôle considérable dans le pronostic en envoyant suffisamment tôt, en dépistant les malades qui sont avancés dans la maladie, et s'ils ont de la place, j'espère pour vous que c'est un peu le cas, de pouvoir les adresser à temps au néphrologue. Parce que tous ces retards
de prise en charge en néphrologie font que la plupart du temps, les patients arrivent la veille ou un mois ou 3 mois maximum avant la prise en charge en dialyse. Or, plus le temps est court entre la prise en charge par les néphrologues et la prise en charge en dialyse, c'est-à-dire plus le stade est grave, plus le pronostic est mauvais. Donc c'est un problème mondial, hein, ça s'appelle en anglais le late referral to the nephrologist, le recours trop tardif au néphrologue, et ça c'est universel, c'est sûrement vrai chez vous aussi. Donc ce sont des prévalences qui montent un peu partout, des inégalités qui sont tout à fait cruelles. Qu'en est-il des diabétiques? Alors la néphropathie diabétique ou la maladie rénale diabétique aujourd'hui, Louis Monnier vous l'a dit, c'est de toute façon la première cause, on le sait, ça diffère un peu entre les pays. Disons qu'on est entre 20 à 40% au stade de toutes les maladies chroniques, rénales chroniques. Ça ne veut pas dire qu'au stade terminal, il n'y a pas plus encore de diabétiques qui arrivent à ce stade-là, bien sûr. Moi, j'avais travaillé avec Eberhard Ritz, qui était un grand patron de la néphrologie allemande. On avait fait un article il y a 20 ans, une vingtaine d'années, qui annonçait médicale catastrophe. Attention, il va y avoir une catastrophe médicale. Et nous, en France, on était autour de 16% de diabétiques au stade terminal en dialyse. Dans sa région, qui est dans la région du Neckar, ça s'appelle comme ça, il avait 54% des dialysés qui étaient diabétiques en 1990, entre 90 et 2000. Voilà, un article qu'on avait publié. Alors en fait, cette diapo vous montre surtout que finalement, ça n'est pas le type 1 aujourd'hui dans la plupart des pays. C'est une vieille diapo qui est très intéressante. C'est un travail qui a été publié par Bogestig. Son nom m'est toujours resté à l'esprit. Je l'avais mémorisé, donc je l'ai retrouvé assez facilement, qui vous montre que cette figure, que l'incidence cumulée de l'albuminurie ici, c'est-à-dire trouver de l'albumine dans les urines de diabétiques de type 1, cette incidence a diminué avec le temps, c'est-à-dire que les cas d'albuminurie positive ont été de moins en moins retrouvés à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Selon l'année de prise en charge, c'est-à-dire plus les patients remontaient aux années 60-70, les jeunes diabétiques de type 1 en Scandinavie étaient diagnostiqués, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, plutôt à l'âge d'environ 15 à 20 ans. Et dans ces cohortes, en fait, ils ont coupé par 5 ans l'année d'apparition des diabètes et ils se sont rendus compte que plus les patients étaient bien pris en charge par les nouvelles techniques et moins il y avait de type 1 en dialyse. Je me suis enquis de cette question. D'abord, il y a un papier qui a été publié il y a à peu près 2 ans qui montre qu'effectivement, il y a de moins en moins, pratiquement plus de type 1 en Occident, en France et en Europe en particulier, type 1 en dialyse. Et je me suis informé, parce que j'ai une personne proche de moi qui travaille dans un centre de dialyse à Grenoble, dans ma ville, et je lui ai dit, avez-vous encore des types 1 ? Il m'a répondu, oui, mais c'est des catastrophes médicales, psychologiques, sociales, c'est des gens qui ont très, 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 très mal géré leur maladie. Je pense, parce que c'est pas moi, mais je pense, selon la logique des choses, que toute vraisemblance, sauf catastrophe, il n'y aura plus de diabétiques de type 1 en dialyse, probablement, dans quelques années, du tout, dans les pays qui ont les moyens. Mais attention, ce n'est pas du tout vrai dans beaucoup de pays. Moi, j'ai pas mal travaillé en Afrique subsaharienne, on parlait des catastrophes en Afrique subsaharienne. Vous avez encore des gens qui, après 5-6 ans de diabète, sont pratiquement déjà au stade de l'insuffisance rénale. Autre chose intéressante, c'est qu'au fond, on considère qu'actuellement, il y a une différence de nombre de patients qui vont, type 1 ou type 2, qui vont arriver à avoir une microalbuminurie et ou une baisse, et surtout une microalbuminurie. Et en fait, au maximum, c'est 20-25% potentiellement des types 1, mais c'est sûrement au moins 40%, pense-t-on, des types 2 qui peuvent avoir une microalbuminurie. Vous voyez donc que l'incidence n'est pas la même. La fréquence, la présence des diabétiques dans les centres de dialyse varie de pays. Regardez, Singapour, c'est à peu près 70% à Singapour des patients qui sont en dialyse, qui sont des diabétiques de type 2. Alors que nous, en France, il y a quelques années, on est autour de 25%, mais ça dépend beaucoup des centres. Je sais que dans l'est de la France, c'est beaucoup plus, autour de la région de Nancy, je me suis renseigné, ou dans le nord de la France. C'est moins vrai dans le sud de la France. Donc il y a des très forts taux de présence de diabétiques de type 2. Voilà les données américaines. Vous voyez l'augmentation progressive de la place du diabète dans l'insuffisance rénale terminale, en bleu. En rouge, vous voyez l'hypertension artérielle. Vous voyez que les glomérulonéphrite, ça ne bouge pas. Et on sait bien pourquoi. Hein. C'est aussi beaucoup qui étaient
streptococcique, bien entendu. Et pour ce qui concerne les polykystoses rénales, c'est une maladie fort heureusement pas trop fréquente et qui d'ailleurs commence à avoir des traitements spécifiques. Alors le problème, je le répète, c'est que le diabète de type 2 ne s'accompagne pas nécessairement d'une néphropathie diabétique caractéristique. Je vais vous montrer ces diapos que j'aime bien, qui est une diapositive qui avait été prêtée par une Italienne qui est extrêmement... Paola Fioretto, je cherchais son nom, qui est une fille formidable qui travaille toujours en Italie, mais qui a passé beaucoup de temps aux États-Unis. Sur la diapo en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle... C'est un type 1 avec une albuminurie, et c'est typiquement la néphropathie diabétique de Kimmel-Still-Wilson, c'est-à-dire l'envahissement mésangial, l'épaississement de la membrane basiale, puis les atteintes vasculaires. Sur la diapo en haut à droite, vous voyez que c'est un diabétique de type 2 qui a été biopsié pour des raisons qui m'échappent, mais qui a été biopsié et qui avait une microalbuminurie et pourtant qui avait une image en microscopie optique du rein qui était pratiquement normale. En bas à gauche, c'est un autre diabétique de type 2 microalbuminurique et qui a des lésions caractéristiques de néphropathie diabétique. Et en bas à droite, vous avez un patient qui est diabétique de type 2, albuminurique, qui n'a absolument pas de lésions de type glomérulopathie diabétique, mais qui a surtout des lésions tubulopathie, qui se retrouveraient sûrement en biologie. Ça, c'est pour les données américaines, maintenant, puisqu'on est dans le diabète, les données américaines, qui montrent comment on peut avoir des différences assez importantes de dépistage de la maladie rénale, soit par le DFG, soit par la microalbuminurie, soit par les deux. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, dans ces études, dans beaucoup d'études, la microalbuminurie, vous allez le voir, identifie plus de personnes qui rentrent dans les critères, c'est-à-dire avoir plus de 30 mg par litre, 30 mg par millilitre de créatinine, et par rapport à ceux qui avaient un DFG en dessous de 60 ml minute. Là, on voit l'influence de l'hypertension artérielle sur le nombre de patients qui ont une microalbuminurie pathologique. Donc, bien sûr, message fondamental, hypertension artérielle, surtout mal contrôlée, absolument surveiller le rein et les débits d'albumine. Ça, c'est une étude que je viens d'identifier, que j'aime beaucoup. J'ai complètement repris la diapo en français et en couleur pour l'article dont vous disiez tout à l'heure qu'ils seront publiés dans le journal en décembre prochain. C'est une étude extrêmement intéressante qui compare. Vous voyez à gauche, il y a 15 000 sujets, 15 700. Alors certains sont noirs et certains sont blancs, mais ce n'est pas la couleur de la peau, c'est que certains sont diabétiques, les autres ne le sont pas. Et vous voyez que les résultats, si vous prenez la ligne du haut, il y avait 2275 diabétiques et 13 396 non diabétiques. Et si vous regardez le critère maladie rénale chronique, c'est-à-dire la définition albumine ou DFG, on trouve 25% de sujets dans la population diabétique qui rentrent dans les critères, contre 5,3% dans la population non diabétique. Si vous regardez le critère albumine au-dessus de 30, c'est 16 contre 3. DFG ou plus de 300, c'est 4,6 au lieu de 0,3. Et enfin, le DFG, vous voyez qu'encore une fois, c'est un facteur de multiplication qui va de 4 à 6. C'est-à-dire que le diabète surexpose effectivement les diabétiques aux maladies rénales chroniques. Là, c'est un petit diapo, retenez seulement le message. Il y a nettement plus de sujets qui font des néphropathies lorsque dans la famille, les ascendants avaient et un diabète de type 2 et une néphropathie. C'est un point important à avoir à l'esprit. Et ça, c'est un point, laissez tomber l'image, je vais vous raconter ce qu'elle veut dire. C'est extrêmement important. Aux États-Unis, ça sera sûrement le cas chez vous dans peu de temps, parce que vous avez de fortes incidences de diabète. C'est l'apparition des diabètes dès l'adolescence et l'enfance, voire des adultes très jeunes. Il y a un débat. Certains disent que la néphropathie apparaît au bout de 3 ans chez ces enfants. D'autres disent que non, elle n'apparaît pas plus tôt que chez l'adulte. En revanche, comme ils sont très jeunes, ce sont des gens qui risquent d'être en dialyse à 30 ans, si on ne les prend pas en charge. Vous comprenez la différence, puis l'ancienneté. C'est ça que veulent dire ces deux courbes jaunes et bleues. Donc sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, et alors c'est très clair, parce que j'ai fait un papier là-dessus, ça concerne par exemple aux États-Unis, encore une fois, les hispaniques particulièrement, et un peu les noirs américains aussi. Voilà.
Et puis ce petit point, mais qui sera sûrement développé demain par Fabrice Bonnet, puisqu'il n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est qu'il y a des groupes de diabétiques de type 2, insulino-résistants, qui ont été édifiés. Vous aviez fait ça ici, les groupes, peut-être les 5 groupes décrits par les Scandinaves de patients diabétiques de type 2. Ceux qui ont des critères d'insulino-résistance sont beaucoup plus de néphropathie. Alors on va aller très vite maintenant. Les paramètres à mesurer, vous les connaissez, hein, ça c'est important. Les paramètres sont soit sanguins, soit effectivement urinaires. Je commence juste par l'urinaire, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, c'est très simple, c'est le classement KDIGO. A1, moins de 30. A2, 30, 299, on va dire. Et ensuite, plus de 300, la macroalbuminurie. Les néphrologues ont horreur du mot macroalbuminurie. Ça ne me passait du tout. Donc, on donne des chiffres. Alors, ce qui est intéressant, c'est est-ce que la microalbuminurie, ça porte quelque chose? Moi, j'ai eu des grandes discussions avec des cardio-hypertensiologues il y a des années à Paris. Je me souviens, on avait un gros sympo là-dessus. Ils m'ont dit, on s'en fout de la microalbuminurie. De toute façon, on les met au Sartan et aux IEC. Je m'étais battu, je leur dis, attention, c'est un marqueur, c'est pas que, c'est un marqueur qui annonce plus de déclin rénal et plus de risque cardiovasculaire. En plus, je vais rajouter aujourd'hui plus d'insuffisance cardiaque, mais ça, on ne le savait pas à l'époque. Mais ça ne les intéressait pas beaucoup à cette époque-là. Je ne sais pas si ça les intéresse aujourd'hui, mais toujours est-il que ce qui compte, c'est que plus il y a de l'albumine, plus le déclin de la fonction rénale est rapide. Vous voyez moins de 30, vous voyez les 2 catégories des 300, c'est-à-dire le milieu, puis jusqu'à 300, et ensuite au-dessus de 300. Plus le patient a de l'albumine dans les urines, plus il abîme ses reins. Surtout quand il arrive au stade de la tubulopathie et qu'il abîme à ce moment-là ses tubules en plus. Deuxièmement, très vieille diapo, myétinène, ça n'a pas vieilli. Plus on a de l'albumine dans les urines, plus le risque de maladie cardiovasculaire est élevé. Et puis ce qui est récent, c'est qui est apparu maintenant, c'est qu'au fond, les 2 maladies qui sont la première complication à apparaître chez le diabétique de type 2 aujourd'hui, dans les temps actuels, ça c'est une diapo et de Paola Fioretto et de Karamori, qui est une grande spécialiste néphrologue diabéto-néphro, c'est que les 2 premières complications aujourd'hui qui apparaissent, semble-t-il, pas en fréquence seulement, mais en précocité en plus, c'est la maladie rénale et l'insuffisance cardiaque. Et les 2 ensemble. On verra dans un instant. Pour finir, la microalbuminurie, vous l'avez compris, c'est un prédicteur de déclin de la fonction rénale dans le type 1, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le type 2, d'évoluer vers des formes graves, même de complications rétiniennes, c'est débattu, mais aussi de risques cardiovasculaires, et aujourd'hui, fait important nouveau, de risques d'insuffisance cardiaque. Alors, il y a une chose qui est importante à savoir, parce que pas mal de personnes l'ignorent, c'est qu'en fait, un tiers des microalbuminuries dans la gamme des 30 à, disons, 40, 80, 100 maximum, régressent complètement. Donc, ça veut dire qu'il faut répéter les dosages et pas considérer d'emblée quelqu'un à une positivité. Alors, je crois que ce matin, il y a eu une discussion bandelette ou dosage. Grosso modo, la bandelette, c'est quand même moins bien que le dosage, il n'y a pas de doute. Mais si vous n'avez que ça, en général, les bandelettes sont assez bonnes, nettement au-dessus de 30. Les 30, 40, 60, tout ça, c'est un peu limite. Ça dépend des bandelettes aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus à une époque. Donc, un tiers régresse. Ne l'oublions pas, un tiers. Ça veut dire que normalement, il faut répéter 3 fois, à 1 mois d'intervalle, par exemple. Un tiers sont stables, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une microalbuminurie, elle ne va pas vers plus de microalbuminurie, et elle n'a aucun lien avec l'avenir de la fonction rénale. Troisièmement, un tiers sont absentes, il n'y a pas de microalbuminurie, et pourtant, il y a une évolution vers une détérioration de la maladie rénale. N'oubliez pas qu'il y a des causes d'erreurs. Moi, j'avais vu un protocole international où il y avait des erreurs considérables chez les femmes et avec les femmes, et en fait, elles avaient leurs règles, elles n'avaient pas fait attention. Ça pollue, à l'époque, ça polluait par le dosage utilisé. C'était quand les pays d'Europe de l'Est sont rentrés dans ces études, on a eu des soucis. La deuxième chose, c'est les poussées d'hyperglycémie sévères peuvent s'accompagner d'une microalbuminurie qui va régresser éventuellement. Troisièmement, c'est les états d'inflammation sévère et d'infection, comme les états bactériémiques et septicémiques. Il y a encore d'autres causes, vous diront les néphrologues. Alors, ce tableau, moi, je l'aime bien, parce que vous voyez, finalement, on reprend le KDIGO. Vous voyez en haut des personnes qui, en bleu, dans la zone bleue, avancent vers la droite, petit à petit, vers de plus en plus d'albumine. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous partez d'en haut à droite et vous tournez. Et finalement, à un moment,
il y a une dégradation de la fonction rénale. Donc ça, si vous voulez, c'est le truc logique qu'on a tous en tête. Il y a de l'albumine, de plus en plus, la fonction rénale se détériore, et ça va jusqu'à l'insuffisance rénale terminale. La deuxième, c'est la régression. Il ne se passe rien de plus ensuite. La troisième, c'est un déclin parallèle qui fait que plus le rein produit, enfin, laisse passer de l'albumine, plus la détérioration de la fonction rénale. Mais vous avez aussi des personnes qui restent à gauche, c'est-à-dire qui n'ont pas d'albumine et qui descendent jusqu'à l'insuffisance rénale. Donc il faut faire attention, les deux sont utiles. Et par contre, malheureusement, voilà, ça c'est une rosace française, c'est plus on est près du centre, ça veut dire que l'examen n'est pas bien fait, plus pas suffisamment souvent fait, plus vers l'extérieur, les examens sont faits. Et en France, il n'y a encore que 28% des diabétiques qui avaient une microalbuminurie mesurée par les médecins traitants il y a quelques années. On n'a pas les derniers chiffres. Enfin, pour ce qui concerne le DFG, là je vais très vite, en gros, moins de 15, c'est la catastrophe. Plus de 60, c'est dit normal, ça on en a déjà parlé. Les deux techniques, vous en avez eu ce matin beaucoup de détails, MDRD ou CKD-EPI. En fait, si vous aviez le temps de passer du temps là-dessus, vous verriez que le CKD-EPI fait mieux que MDRD dans la plupart des populations. Il y a beaucoup de débats autour des Noirs africains, parce qu'ils ont une telle masse musculaire que même la prise en compte de 1,73 m² ne semble pas suffire. On discute beaucoup aujourd'hui l'association à la cystacine C, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Mais le DFG aussi est lié, comme l'albuminurie, même séparément, en l'absence d'albuminurie, à un risque de pronostic de mortalité, comme l'albuminurie, mais même séparément. Et deuxièmement, par contre, et j'insiste, je n'ai pris que cet exemple, c'est que vous voyez ici le DFG qui baisse en remontant sur la droite, qui remonte jusqu'à moins de 30 millilitres minute. En bas, vous voyez la quantité d'albumine dans les urines. Vous voyez que le plus fort déterminant de l'insuffisance cardiaque dans les marqueurs rénaux, c'est la microalbuminurie et ce n'est pas la fonction rénale. On pourrait discuter ensuite, bien sûr, ne pas oublier que ces diabétiques ont d'autres maladies rénales, ne l'oubliez pas, et que vous devez avoir l'attention attirée quand une fonction rénale décline très vite et qu'il n'y a pas d'explication vraiment patente. Une macroalbuminurie ou une macroprotéinurie est souvent autre chose, donc d'emblée est souvent autre chose que la maladie rénale, et qu'il ne faut pas oublier de demander au néphrologue de s'en occuper. Voilà, donc je conclus, vous avez bien compris, le diabète, première cause mondiale de maladie rénale chronique. Deuxièmement, on ne fait pas assez de microalbuminurie alors qu'on fait beaucoup de DFG, et que c'est d'autant plus dommage que mes collègues vous le diront, aujourd'hui, il y a des patients, il y a des traitements qui permettent de faire mieux qu'avant. Voilà, je vous remercie.